au sein du groupe AXA, il y a 5 ans, AXA a décidé de regrouper toutes les sociétés dans le monde qui vendaient de l'assurance par Internet. Avant, vous vous souvenez peut-être, pour la France, ça s'appelle Direct Assurance. Et le logo, c'était un petit téléphone il y a 10 ans. Et puis maintenant, c'est un petit clavier depuis 5-6 ans. S'il y avait un symbole à retenir, c'est peut-être celui-là. Et donc, c'est tout ça pour dire que ça fait 5 ans qu'AXA a décidé de regrouper toutes ces activités digitales, enfin de vente par Internet d'assurance auto, parce que maintenant, il y a beaucoup d'autres activités digitales chez AXA, mais celle-là, c'était peut-être la plus précurseur. Aujourd'hui, c'est 8 pays dans le monde. Ça fait 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Et en France, ça s'appelle Direct Assurance et ça fait 450 millions de chiffre d'affaires. Donc, du point de vue du groupe AXA, c'est pas gigantissime parce que AXA a beaucoup de métiers et a un chiffre d'affaires considérable. En revanche, du point de vue des e-commerçants basés en France, ça doit se situer dans le top 3 concrètement, de vendre des produits sur Internet. Donc là, c'est de l'assurance auto. C'est tout ce que je vais vous dire sur l'assurance auto, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres assureurs. Et puis, de toute façon, ce n'est pas le but aujourd'hui de vous parler d'assurance, mais plus d'équipe, de projet, de mise en place, d'exécution. Ça, c'est des mots assez clés dans notre société. Et d'essayer de vous expliquer avec quelques images comment ça se traduit. Alors, déjà, la transformation digitale, c'était un mot qui était très à la mode il y a justement entre 5, 6, 7 ans, je pense, dans beaucoup d'entreprises, en tout cas chez AXA. Et maintenant, c'est peut-être un peu comme Monsieur Jourdain, dans une société comme Direct Assurance, on fait ça depuis longtemps. Donc c'est plus une évolution de la société dans le temps, et c'est plus la révolution, le bousculement, le changement en 6 mois. C'est beaucoup plus maintenant un processus qui embarque toute l'entreprise, et on parle de l'évolution de notre entreprise, d'évolution digitale. La première chose, et je crois que c'était intéressant parce que ce matin, Ludovic Guilcher d'Orange a commencé également la présentation de comment ça se passait chez Orange de la même manière. Je pense que ce qui est vraiment fondamental, et je pense que tout le monde, peu ou prou, le vit, c'est que ce n'est pas la technologie qui fait l'évolution digitale de nos sociétés, c'est le fait que ce sont des nouveaux usages que portent nos clients, enfin que demandent nos clients, et nos collaborateurs, parce que c'est ce qu'ils utilisent dans la vie quotidienne. Et effectivement, ça a été dit ce matin, et c'est une réalité, vous êtes mieux équipés chez vous avec votre iPhone que vous avez tous dans la main ou votre ordinateur chez vous qu'avec votre vieux PC sur votre bureau. Vous utilisez les réseaux sociaux, c'est les balbutiements dans votre entreprise. Vous savez très bien utiliser et comment utiliser un mail, un SMS ou du chat dans votre vie privée. Et on est en train d'apprendre comment ça se passe dans les entreprises. Donc, ça a eu des conséquences pour des entreprises de retail qui vendent des produits à tout le monde. C'est que c'est pas une décision stratégique du top exécutif qui dit, comme dans les années 70, maintenant ça y est, on est passé à une nouvelle machine avec des nouveaux enjeux de productivité et tout le monde doit s'y faire parce que c'est comme ça qu'on va réussir à réduire les coûts. C'est pas du tout ça. C'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'on consomme vos produits. C'est comme ça d'ailleurs vous-même que dans la vie quotidienne, vous consommez le produit des autres sociétés. Donc c'est quelque chose qui s'impose et qui fait partie de votre produit. Et la première idée, et j'y reviendrai peut-être, parce qu'il y a peut-être aussi forcément ou des gens qui font de la finance ici, ou sinon vous avez tous un jour ou l'autre à en discuter avec vos directions financières. Moi, je pense que le digital, ça ne va pas faire baisser les coûts. Ça ne va pas réduire l'emploi, pas du tout. Moi, je pense que ça doit augmenter la croissance, ça doit augmenter la manière de vendre vos produits, et à la fin, ça créera de l'emploi. Et j'y reviendrai parce que c'est un débat qui est assez essentiel, surtout quand on s'occupe de RH. Forcément, c'est une question assez centrale. Alors, pour essayer d'illustrer comment le digital percole dans l'entreprise, je me suis dit que l'image d'une grosse boule de glace, c'était peut-être une bonne illustration de ce qu'étaient, ou de ce que sont peut-être encore, quelques entreprises assez figées, et dans laquelle toque à la porte le digital via le marketing et ce que les gens d'informatique appellent le front, ou même les gens des services clients appellent le front. Donc voilà, c'est par là que ça arrive. C'est la vision un peu bateau de dire ah bah maintenant il faut faire un site web.
Maintenant, il faut avoir une appli mobile. Moi, je pense que c'est très bien. C'est comme ça, souvent, honnêtement, que les entreprises arrivent au digital. Mais je pense que la réalité, une fois qu'on baigne dedans, c'est que tout ça, c'est la partie immergée de l'iceberg et c'est la partie assez facile. Donc c'est bien pour commencer. Et puis après, les problèmes réels débutent. Ce qui vient juste après, hop, c'est par cette petite porte, on commence à tirer une pelote qui souvent s'appelle le change management, l'organisation, le project management, enfin, plein de mots qui disent en gros, bah, maintenant il va falloir que le marketing apprenne à parler avec les autres métiers, qu'on peut pas vivre, voilà, qu'on peut pas juste designer une offre qui répond bien à une appli mobile si derrière ça suit pas. Et si notamment, et je vais peut-être être un peu jargonneux de temps en temps, notamment sur l'IT, mais parce que je pense que c'est un des très gros enjeux des RH, c'est de comprendre les métiers, comment le digital impacte les métiers et quels sont concrètement les métiers du digital. Et il y en a beaucoup quand même qui sont à base de data, qui sont à base de technologie, qui sont à base d'IT. Et souvent, c'était quand même une grosse boîte noire dans nos entreprises. Et un des gros enjeux, et je pense particulièrement au RH, c'est qu'il faut se mettre à comprendre, à apprendre, à voir. C'est un vocabulaire, mais c'est des gens qui sont dans l'entreprise depuis très longtemps. Parfois, on leur parlait peut-être moins avant qu'aujourd'hui, mais il faut apprendre leur vocabulaire et leurs problèmes. Donc après, c'est pour ça que, très rapidement, se pose, je pense que ça devrait résonner. Une fois que vous avez ouvert la porte des sites web et des applis mobiles, vous commencez à vous poser des questions de base de données, de CRM, de savoir comment on fait une vue 360 des clients. Ça recolle jamais. Les bases de données, c'est des vieux systèmes, c'est des architectures qui sont pas designées il y a 10 ans pour ça. Et donc, il faut que tout le monde se mette à comprendre ces trucs un peu barbares. Et juste après, on voit que ces bases de données, elles sont alimentées par plusieurs sources, dont les fameux systèmes de production. Alors, c'est un mot un peu générique, mais chaque entreprise en a un. C'est les systèmes dits transactionnels, c'est les systèmes qui font aussi les paiements, c'est les systèmes qui émettent, nous, c'est des primes d'assurance, c'est les systèmes qui calculent vos prix, c'est les systèmes qui gèrent vos stocks. Et toutes ces données, on en a besoin, sont dans les systèmes de production et il faut apprendre à les faire évoluer. Et très souvent, c'est là que ça commence à être un peu compliqué parce que il faut embarquer ces équipes aussi dans la transformation. Ça touche aussi leurs compétences, enfin, celles des gens qui interagissent avec eux, il faut faire un pas vers ces métiers. Et eux-mêmes, les technologies évoluant, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils évoluent, il faut qu'ils apprennent surtout des nouvelles méthodes. Parce que les nouvelles technologies, elles se déploient dans l'entreprise. Et je pense que c'est plus un enjeu d'apprendre à comment on fait pour les implémenter, plus que de réellement comprendre de quoi elles sont faites en termes de code, ou de qui les a inventées, ou dans quel pays, etc. C'est beaucoup plus une question de méthode. Nous, pour vous donner une illustration, on travaille en Agile. Alors, Agile, c'est une méthode IT qui permet de développer en même temps qu'on fait les specs, enfin, qu'on fait le design de ce que veut, par exemple, les ventes, de ce que veulent les ventes ou de ce que veulent la fidélisation. Mais ça, c'est une méthode qui, en fait, n'est pas spécifique à l'IT. Et je vais peut-être en reparler tout à l'heure. C'est une méthode qui doit devenir la méthode de travail de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est une méthode qui fait travailler les gens ensemble. Dès la conception des produits, il faut mettre ensemble des développeurs, des testeurs, mais aussi des gens du marketing, des gens de la finance, pourquoi pas, des paiements, et pourquoi pas, et même plus que pourquoi pas, et des gens des RH. Parce que très rapidement, les gens se posent des questions, et c'est normal. Je ne travaille plus pour mon chef habituel. Je n'ai pas, dans ce que je dois faire cette année, ça ne colle pas avec ma job desk. Ça n'est pas exactement ce qui a marqué dans mon poste pour quand on m'a embauché il y a 6 ans. Et pendant 6 mois, 1 an, je vais me retrouver sur un projet avec un autre chef pour faire d'autres choses, avec des gens avec lesquels je ne suis pas habitué à travailler. Ce n'est pas les gens de mon département. Et ça embarque toute l'entreprise. Alors, il y a la méthode agile, il y en a d'autres. Mais en tout cas, il y en a une qui est morte. C'est la méthode en V, par exemple, où il y avait pendant 1 an... les specs étaient designés par, je sais pas quoi, les ventes. Et puis après, c'était traduit par des gens qui étaient juste des traducteurs entre l'IT et les gens normaux.
Et après, la IT partait dans un tunnel pendant 1 an et demi, et puis après, il livrait un produit, et puis ça marchait pas. Donc ça, c'est fini. Alors, voilà, et ça, mais de toute façon, je l'ai dit, c'était donc les fonctions support deviennent essentielles. Après, ce qu'il faut comprendre dans ce change, dans le changement que ça implique, il y a 3 temps dans l'entreprise. Il y a le temps de la technologie, il y a le temps du business et il y a le temps social. Et pour faire avancer l'entreprise, il faut que ces 3 temps trouvent un rythme commun. Et ça, je pense que moi, je considère que c'est mon principal job. C'est d'arriver à comprendre à quelle vitesse évoluent ces 3 grandes dimensions et à faire des choix de stratégie, de savoir qui fait quoi et comment. Alors, si je vais un tout petit peu dans le détail, le premier, c'est le temps de la technologie. Alors, celui-là, il est à un rythme qui est en gros exponentiel. Ça, c'est une courbe qui a sorti les Échos il y a peu de temps. C'est la rapidité de diffusion des nouvelles technologies dans les usages. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, vous connaissez ça. L'automobile a mis, je ne sais pas, 90 ans et l'iPhone 6 va mettre 2 mois. D'accord ? Donc, l'accélération du temps technologique, elle est énorme. Et moi, ma conviction forte, c'est que les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, ce n'est pas un terrain de jeu pour elles. L'innovation réellement, la création technologique, la création de nouveautés technologiques, ce n'est pas un business pour les grandes entreprises, parce que c'est un business qui est beaucoup plus adapté à l'écosystème, par exemple, des startups. Et on voit bien que c'est eux qui arrivent dans un mode beaucoup plus focus et rapide à trouver ces nouveautés technologiques. Pour les grandes entreprises, l'enjeu, c'est de les intégrer au core business. C'est d'organiser ce dialogue avec les startups et de voir comment ça peut créer du business chez soi et comment on les intègre dans les systèmes actuels. Ça s'appelle souvent, on appelle ça l'open innovation. Maintenant, c'est assez à la mode. Orange en fait, AXA en fait. Nous, on a créé un incubateur qui permet de dialoguer avec les startups qui sont proches de deux problématiques. Et en gros, c'est une manière d'admettre que cette partie, il va falloir trouver un nouveau moyen pour l'intégrer. La deuxième, c'est le temps du business. Le temps du business, il s'accélère aussi. Si je continue ma comparaison mathématique, on pourrait dire que c'est un rythme géométrique. Donc c'est très rapide, ça s'accélère, c'est porté par les nouveaux usages. Et je pense qu'un des gros enjeux qu'on a tous, surtout quand on fait du B2B, enfin B2C, pardon, quand on fait du B2C, c'est d'arriver à ce que la technologie ne désincarne pas la relation avec nos clients. Parce qu'on a tous, dans le retail, ces enjeux de « je dois vendre un produit, mais je dois garder un client ». Et si les systèmes digitaux ne sont que transactionnels, ne permettent que juste « j'achète et j'oublie », le business, les economics du business model ne marcheront pas. Ça sera que des coûts, il faudra développer des tonnes de systèmes d'information, et vous n'allez pas plus vendre et encore moins garder vos clients. Donc il faut mettre le digital au service de la fidélisation, de l'image, de la rétention des clients, quel que soit le business, parce que la valeur, elle est dans la valeur client, hein, c'est un mot qui est très à la mode. Et pour ça, je pense que c'est le point que je faisais tout à l'heure, je pense que c'est en cela que la technologie doit nous permettre de mieux fidéliser, mais ce qui ne remplacera jamais dans la fidélisation, ce que ne remplacera pas la technologie, c'est le contact humain. C'est l'incarnation d'une relation, l'incarnation d'une marque, la vie d'une marque, la profondeur d'une marque, elle ne peut pas se réduire à la technologie. Et puis après, c'était le temps après de la transformation sociale. Celui-là, il n'a pas beaucoup évolué. C'est un peu le même qu'il y a 5-10 ans. Et il est linéaire. Il est toujours linéaire. Il est lent. Et en France, il y a 2 contraintes dessus. C'est le fait que moi, je pense que les entreprises ne réalisent que maintenant les enjeux de formation qu'il y a autour du changement et du digital. Et donc, forcément, si vous n'êtes pas formé, vous allez mettre du temps à juste l'apprendre sur le tas et de manière désordonnée, non structurée et de manière inéquitable dans l'entreprise. Et ça va créer des tensions et ça va créer des ralentissements. Et donc, à la fin, vos projets ne vont pas aller plus vite. Au contraire, vous allez avoir une entreprise à 2 vitesses. Vous allez avoir certains qui ont compris, qui sont... qu'on va chercher sur le marché, qui vont créer des dissensions au sein de la société. Et puis le deuxième, il est évidemment sur le fait que faire évoluer
des organisations, ça passe par un dialogue social. Nous, chez AXA, on a un dialogue social qui est de relativement bonne qualité. Et moi, je suis convaincu qu'il faut intégrer les partenaires sociaux dans ces enjeux de transformation digitale. Et j'en suis d'autant plus convaincu que le rôle très légitime des partenaires sociaux, c'est de faire attention aux conséquences sur l'emploi, de faire attention à l'accompagnement des salariés dans la transformation. Et ma forte conviction, comme je vous le disais, c'est qu'à la fin, ça ne sera pas destructeur d'emploi. Au contraire, la formation qui est nécessaire et l'évolution de ces business, ça va augmenter la market value de chacun des employés. Et si on arrive à avoir ce dialogue de qualité avec des partenaires sociaux afin de leur faire comprendre que ça augmente évidemment l'efficacité de l'entreprise, mais également la valeur de marché de chacun, l'employabilité de chacun, il y a un deal donnant-donnant qui est tout à fait apporté. Et là, c'est très différent, et c'est sans doute un des enjeux que vous avez si vous êtes dans les RH, c'est d'arriver à faire comprendre à des partenaires sociaux que ça n'a rien à voir avec l'industrialisation des années 70 ou les enjeux de productivité dont on a parlé depuis 10 ou 15 ans. Parce que ces anciennes discussions qu'il y avait avec les partenaires sociaux, c'est vrai qu'elles avaient vraiment au cœur de la discussion, il y avait comment réduire les coûts, comment gagner en productivité, parce que les salaires sont élevés, parce qu'on ne peut pas les baisser, parce que le marché du travail il est comme il est en France. Et donc, il y avait vraiment cette obsession de comment je fais pour toujours plus d'efficacité, plus de productivité. D'ailleurs, les Français sont dans le fond des champions du monde, parce qu'en travaillant 35 heures par semaine et en maintenant un PIB aussi élevé, dans le fond, les Français sont très, très efficaces. Et moi, je pense que c'est une force. Et dans le cadre de la transformation digitale, on peut avoir un deal qui est d'une toute autre nature avec les partenaires sociaux, qui est de leur demander et leur faire comprendre que tous les employés y gagneront. Alors voilà, la boule de glace, elle doit devenir un banc de poissons. C'est aussi un des enjeux majeurs, je pense, dans l'organisation des entreprises. On en a parlé ce matin. Les organigrammes silotés, c'est fini, c'est complètement fini. J'ai entendu quelqu'un parler aussi des matrices. Moi, je pense que les matrices aussi, elles sont finies parce que la gestion de projet dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure, pour moi, c'est le retour de la responsabilité. Moi, je pense que les matrices, on est allé un peu loin dans les matrices qui diluent la responsabilité. Quand vous avez 2 chefs, 3 chefs dans 2 pays et voire dans plus, à la fin, c'est pas très très simple quand il y a de dire concrètement vous êtes responsable de quoi à la fin de l'année. Qu'est-ce qui fait que vous aurez fait une bonne année ou une mauvaise année? Qu'est-ce qui fait que votre patron il va être content ou non? Le projet, c'est très différent. Parce que les projets, à la fin, ça marche ou ça ne marche pas. Et finalement, c'est un grand retour de la responsabilité. Nous, il y a un mot chez AXA que je pense qu'on va bannir bientôt, c'est le mot de sponsor. Alors, je ne sais pas si vous avez ce mot sponsor dans vos sociétés. On prenait un projet, il était partagé entre 3 chefs, et on se disait on va prendre aucun des 3, et on va prendre un mec, quelqu'un qui est encore ailleurs, et on va lui dire t'es sponsor. C'est-à-dire que tu viens à des steering committees, où en gros tout a été décidé avant, et il faut juste dire ok et voir si tout le monde est d'accord. Donc c'est le consensus par le bas. En disant voilà, on ne va pas remonter de problème, en gros je donne un peu à lui, un peu à lui, un peu à lui, et puis tout ça, tout le monde est content, et le sponsor, il ne fait rien. Moi je pense que ça c'est la fin du sponsor. Les sponsors ça n'existe plus, il y a des responsables de projet qui doivent avoir les moyens de le faire aboutir, et les moyens, ils ne sont pas que dans cette direction, c'est pas que au pricing, c'est pas que à la tarification, il a besoin d'un bout d'IT, il a besoin d'un bout de marketing, il a besoin d'avoir la main sur les process. Il a besoin d'avoir la main, pourquoi pas, sur la rémunération. Et ça, c'est peut-être la prochaine révolution. C'est quand, dans les projets, on aura des rémunérations qui sont réellement impactées par le succès du projet ou pas le succès du projet. C'est un bout de ce qui fait le succès des startups. C'est quand ça marche pour tout le monde et ça marche bingo. Et puis quand ça marche pas, alors là, effectivement, ça marche pas du tout et on peut perdre son job. Donc, il y a un entre-deux. Encore une fois, je vous disais, il faut pas du tout faut pas mimer les startups, mais on peut en tirer quand même certaines idées. Et je pense que sur les rémunérations, il y a pas mal d'idées à en tirer. Voilà. La conclusion, j'espère que vous l'aurez compris. Le digital, on y arrive par les usages des clients et par la technologie, mais à la fin, c'est pas un enjeu technologique. Je pense que c'est pas un choix de software. C'est pas un choix de type de technologie. De toute façon, elles vont évoluer.
De toute façon, je pense qu'à part ceux et celles d'entre vous qui sont dans des startups qui sont sur un produit gros comme ça, l'enjeu de votre entreprise, il n'est pas là. Il n'est pas dans le choix de la technologie, il est dans l'enjeu social. C'est le temps qui est le plus lent, donc c'est celui par lequel il faut commencer. Voilà. Si vous avez des questions, merci beaucoup.